je me demande toujours, est-ce que Nature et Découverte, ils vendent des trucs en dehors de Noël? Bonne Parce que j'ai question. l'impression que c'est que des items qui semblent parfaitement inutiles le reste du temps. Des espèces de chauffe-main, de quand tu les casses, ça dégage de la chaleur et tout. Quand je regarde ça, n'importe quel moment, je me dis, ah, mais qui veut ça? Qui va acheter ça? Et à là, je Noël, tout le regarde monde ça fait, mais dans la oui. panique de Noël, je suis Trop mais bien. c'est ça que je cherche, C'est c'est la trop réponse à bien. toutes mes questions, quoi. Ouais, un squelette de scarabée en plastique. ouais. Ouais, si, c'est bien ça. Je vais Des le prendre, chaussons je vais qu'on le peut prendre, chauffer ça. au micro-ondes. Parfait. C'est exactement ce que veut ma tante. En fait, où est la nature et où est la découverte en fait dans ce magasin? C'est plus, c'est un bazar en fait. Ça devrait s'appeler bazar et C'est découverte. étonnant, ouais. Il C'est doit faire vraiment le 99% magasin de à la cadeaux, quoi. Ouais. Ouais, c'est, Mais mais un cadeau impersonnel. T'es dans la merde, tu vas à Nature c'est ça, ouais. Découverte. Mais t'es sauvé. cadeau avec un. Je suis désolé, je bouge le micro en même temps que je vous parle. Cadeau avec un comment dire un vernis pas écolo, mais justement faussement écolo, faussement éducatif et tout. Alors qu'en fait, oui, Ouais. c'est de la merde. Il y a des porte-clés quoi. Ouais, Des porte-clés d'Aura Exploratrice. David est enfin, parfois un peu dur avec tout. Ouais. Il faut le savoir. Non mais moi aussi je me suis retrouvé à Nature et Découverte parce que nous sommes papa tous les deux, Omar. Donc ta fille à quel âge? Elle a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. Moi elle a 2 ans et donc ouais je suis à fond Nature Moi, je et suis Découverte. tonton et elle Ouais. a 2 ans et demi. Voilà, il le dit à chaque Ça, émission. ouais, C'est ça ironique. compte pas. C'est ironique. Ça fait vraiment le Ça mec ça compte qui essaie de s'insérer dans la Si, discussion. tu dois offrir des Ça, cadeaux quand vraiment, même. Tu dois quand même offrir des Ça n'a cadeaux aucune pour valeur à Noël. nos yeux, vraiment. Mais Et j'essaye vraiment d'avoir que le bon côté, sachez-le. Ah bah oui non, mais moi Je aussi ne change pas quand cette j'étais- personne. Quand j'étais que tonton, c'était vraiment génial. T'as été tonton avant d'être papa? Non, je suis l'aîné. Mais il y a Dan Naturman, un Ouais. humoriste américain, qui avait Ouais. une bonne blague là-dessus, Il disait quoi? qui disait que être un bon père, c'est pas facile. Il y a plein de manières d'être un mauvais père. Tu peux merder sur plein de niveaux différents et tout. Alors qu'être un bon tonton, c'est facile. Il suffit de pas harceler l'enfant sexuellement. Ouais, c'est ça. Je suis Parce que d'accord. quand tu dis de quelqu'un qu'il a un mauvais tonton, ça Ouais. peut vouloir Ça dire peut- qu'une chose, ça peut que ça, c'est ouais. qu'il l'a violé, Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc, C'est pas qu'il l'a emmené au casino de Las Vegas, quoi. C'est c'est plus ça. Elle est Mais- abusée ouais. cette blague, mais c'est vrai. Mais Mais je crois que je suis un bon tonton. Hein. bah, écoute, Oui. pour l'instant, en tout J'espère. cas, on te le souhaite. D'accord. Mais ouais, moi aussi, je suis chez Nature. J'ai été chez Nature et Découverte. On fait pas de la pub pour cette marque, encore une fois. Hein. Mais on dit que c'est de la merde depuis le début. puisqu'on dit que donc, c'est de la a merde. priori, C'est de la merde avec un vernis sympa, regarde. Et une petite berceau, une petite boîte à musique. Mais fait il des nous sauve bien berceuses. quand on est dans la merde. je trouve. Ouais, mais ça coûte la peau du en fait dès que tu veux acheter des trucs un peu bien entre guillemets. Mais bref, on va pas faire toute l'émission sur Nature et Découverte. Donc bienvenue dans cette émission de T'as appuyé sur Rec. La lettre d'aujourd'hui, puisque à chaque fois nous avons une lettre en fait, elle n'a aucun rapport avec toi, Omar. C'est la lettre O. Voilà. C'est petit un rapport, hasard finalement. Si, il y a du coup, il y a un rapport. Hein. Ouais, en vrai, il y a Ouais. un rapport. Ouais. On a cherché des trucs Ouais. qui rentrent dans la lettre O. Et on va commencer par omnivalence. Vraiment le mot qui ne veut Ah, rien il faut dire. que tu le définisses. Parce Ouais, que on dirait je un, sais pas ce que on ça dirait veut un dire. super héros d'essai. C'est un mot qui existe ou c'est un Ah ouais, mot, non, omnivalent, ouais. corporate bullshit, Non, Ok. ça existe vraiment. Ouais, moi aussi, je me suis dit, mais attends, je l'ai inventé ce mot et non, j'ai vérifié, il existe. Mais c'est probablement du globish, Ouais. l'anglais. Ça veut dire que tu es capable de tout faire. Et en fait, c'était une façon à droite de parler de reconversion. Parce que toi, Ah ouais, c'est vraiment un gros voilà. détour, quoi. C'est vraiment un énorme détour. C'est vraiment parce que reconversion, ça C'est commence par vraiment- R. Ouais, C'est vraiment- on Vous a- auriez R, pu- vous on auriez l'a pu déjà prendre fait, en R. fait. Ah ouais, mince. On ok. a fait R la semaine dernière, Ok. c'est pour ça. Mais on aime bien trouver des façons un peu détournées comme ça d'arriver au sujet. Et ouais, on voulait un peu parler de ton parcours en fait. Ton parcours, moi je ne sais qu'une seule Du chose nôtre de aussi. toi. Hein. Ouais, Ça mais nous il est dérange moins pas. intéressant. Mais en tout cas, il faut rappeler à nos chers téléspectateurs que Paco et tonton. non, que Omar a fait Polytechnique. Voilà. Ah, ouais, Et lui, Pôle emploi, ouais. Sciences Po. avant de faire J'ai fait Sciences Po Pôle emploi, il l'emploi. a fait ouais. Sciences Po. Ouais, Mais il y a tellement longtemps. vous faites mon coming out là, parce que c'est un truc dont je parle très peu. en Tu vrai. parles pas? Ah ouais. Ah, Ouais, tu veux pas en parler? C'est trop tard. Bah c'est trop Si, tard. mais c'est pas grave. Non, ouais. ça me dérange un peu. Quand on s'était croisés Mais première comment Mais fois, toi, tu tu le me l'as sais dit en fait, on s'était croisés. Ah ouais. Ouais, parce que moi, Omar, Polytechnique. mais non, justement, non, tu l'as pas dit comme ça, tu as été très modeste, mais moi j'aime bien demander aux gens que je connais pas, que je connais pas encore dans le milieu de l'humour. J'ai vu que tu n'avais pas 20 ans, tu vois. Ouais. Je dis, mais tu as fait des. Je sais plus comment je t'ai dit ça, t'as dit, mais tu avais un boulot avant, tu as fait des études et tout, et tu m'as dit Polytechnique et j'étais sur le cul, quoi. En principe, je dis pas. J'ai Ouais. dû te dire école d'ingénieur et tu as dû pousser encore un peu plus Ah, j'ai peut-être poussé. en me ouais. demandant quelle J'ai école peut-être d'ingénieur. poussé, Et là, j'ai ouais. dû lâcher le morceau. Ouais. Mais je le dis pas tout de suite comme ça. Mais alors, c'est quoi la plus stylée, la plus sélective entre Sciences Po et Polytechnique? Ah, c'est Polytechnique. C'est de loin. Ouais. Ah, bah oui. Mais non, Sciences Po, c'est pour En les vrai, j'ai une branleurs. très Par contre, mauvaise quand image de quand ils Sciences se Po. lâchent. Ah, c'est vrai? Mais c'est Ouais. normal, mais c'est normal. Parce que déjà, moi j'avais fait. C'était en vrai, ma première approche du stand-up, c'était du debating à Polytechnique. On faisait des débats Ouais. en anglais. Et moi j'étais clairement juste le mec qui arrivait et qui faisait des blagues. 5 minutes de blagues. Ouais. Et
Et C'est très vicieux, mais ça marchait. Ouais, bah, dans les débats. je faisais pareil à Sciences Po. Ouais. C'est comme Et- ça que ça commence. J'ai fait un concours où on était avec des gens de Sciences Po. On avait une équipe mixte Polytechnique Sciences Po. Et les gens de Sciences Po étaient insupportables et pas très bons. Et ça m'a donné une très mauvaise. Pourquoi ils étaient image de Sciences Po. insupportables? Ils parlaient beaucoup et en fait ils étaient pas très bons en débat. Ouais, et non, mais. Et du coup, vraiment, les seuls gens. Peut-être que c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai fait Polytechnique, parce que les seuls gens à qui je dis tout de suite que j'ai fait Polytechnique, c'est les gens qui me disent qu'ils ont fait Sciences Po, Et tu crois juste que pour je qu'ils t'ai se dit- calment un peu. Mais j'ai pas pu arriver en. Ferme leur gueule. Bah ouais, mais parce que les gens de Sciences Po, par contre, ne peuvent pas s'empêcher De de le dire dire. à tout le monde qu'ils ont C'est fait vrai, Sciences Po, c'est et vrai, c'est les c'est premiers vrai. trucs qu'ils disent. Et la seule manière de Ouais. leur fermer leur gueule, c'est de dire que t'as fait mieux qu'eux. Et là, ils se calment un peu. Et c'était le cas, je me souviens, moi j'avais fait un. Tu sais, quand j'ai commencé le stand-up, je savais pas par où commencer, et j'ai fait tous les cours d'humour qu'il y avait. Ouais. Et il y en avait un où il y avait un élève qui venait de Sciences Po et était insupportable aussi. Il arrêtait pas de parler de ça, et il voulait faire que des sketchs sur le fait qu'il faisait Sciences Po, Sciences Po et Ouais. tout. Mais Et à un moment, Je reconnais. sur, connais les gens. sur scène, j'ai dû lâcher parce qu'on me posait des questions, je parlais d'un truc, ils me disaient pourquoi tu parles de ce truc, comment tu connais ça. Donc j'ai dû dire que j'avais fait l'X. Et le mec était oh, t'as fait l'X, oh. Même moi, je suis bouche bée. Genre, Oh là là, alors, même ouais. moi, Bah, allez. Je vais pas défendre C'est Sciences Po. tellement Je abusé. peux pas défendre Sciences Po. Non, mais par contre, ça m'étonnerait que je sois arrivé en disant ah j'ai fait Sciences Po direct. Non, mais, je dis ça pas ça pour mais le fait est que bon, moi j'ai fait Sciences Po au siècle dernier, hein, donc Il y a 25 ans. il y a t'as fait ça. 30 ans même. T'as été diplômé il y a 30 ans. Ouais, j'étais diplômé il y a quasiment 30 ans. En 94. Eh ouais les gars, je suis vieux. Et j'étais très jeune quand je l'ai fait en fait. Je l'ai fait juste après le bac et tout. C'est 5 ans, c'est ça? Et maintenant c'est 5 ans, mais à l'époque c'était 3 ans. Donc t'étais diplômé Ah super ouais. jeune en fait. Ah ouais. Et après tu faisais. Et c'était déjà post-bac. C'était déjà post-bac, mais Ok. bon, la plupart des gens faisaient un truc après Sciences Po en fait. Quand tu faisais 3 ans, il y avait ce qu'ils appelaient l'année préparatoire, donc la première année. Et après, en général, les gens faisaient autre chose. Alors, il y en a plein qui faisaient l'ENA, qui devenaient historiens. Moi, j'ai des potes qui Ah oui, sont ils cumulent devenus, les autres écoles, historiens, ouais, qui souvent, ont fait la grecque, tout ça. Et moi, je savais pas quoi foutre et j'ai été faire du droit, quoi. Et puis après, évidemment, j'ai arrêté. T'es allé à l'université du coup après. J'ai été à l'université, ouais, mais il a fallu que je fasse un concours. C'est dire à quel point c'était bullshit sur ce poste. C'est-à-dire que l'université de droit, ils faisaient ah, mais ça suffit pas en fait votre diplôme. Ah Je disais, mais attendez, j'ai fait du droit. Ouais, vaguement. Vous avez vaguement fait du droit. Ah ouais, d'accord. Vous avez surtout parlé de conneries Parce que c'était- effectivement c'est- débattues sur n'importe quoi. C'était assez généraliste en fait comme Ouais, formation. bah, c'était très généraliste. Et bon, après, en deuxième année, moi j'avais fait. À l'époque, je croyais en l'Europe. Je pensais que l'Europe allait sauver le monde. et donc, j'avais fait section européenne. Et donc, j'apprenais les institutions européennes, tout ça, mais j'en avais rien à foutre. J'ai eu une très mauvaise note à mon grand oral, tellement j'en avais rien à foutre et tellement les mecs l'ont compris en fait. Ils me posaient des questions sur le budget européen, j'ai fait oh Vraiment, bref, horrible, très, très mauvais souvenir. Et Polytechnique, c'est 5 ans. Non, Polytechnique, Non, c'est après la prépa déjà. Donc oui, C'est c'est maths, maths, 2 plus 3 quoi, en fait. Et ensuite, c'est 4 ans, Ah, contrairement 4 ans. aux autres écoles Ah, d'ingénieurs. une année de plus, d'accord. Parce que tu as eu une école de formation militaire. Eh oui. Tu as Ah. un an pardon, de formation militaire. La T'as- première année, c'est T'avais la petite épée. la petite épée. Vous avez des épées à Polytechnique. On a des épées qui s'appellent des tangentes, Des- qui sont pas Wow. petites. D'accord. J'en ai une chez moi, ouais. Non, mais c'est impressionnant. Attends, Il a ouais. une épée quoi. Enfin, Ouais. à un moment donné, il y a Comme les il y a un respect. académiciens. Comme, Est-ce Mais que- elle tranche pas. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, elle tranche pas, mais elle pique. Elle pique. Ouais. Genre, je me suis dit, je peux tuer quelqu'un, mais juste vraiment si je l'enfonce. Mais je fais pas le. Ouais. Ça, c'est Tu peux dommage. faire des grandeurs nature, des jeux de rôle grandeur nature si tu l'as. Mais une boule au bout, tu peux faire. des Et trucs. comme Sciences Po, c'est assez généraliste comme formation. Ah non, C'est scientifique, Ouais. pour le coup. Mais large, non? Bah, il y a en fait, donc la première année, c'est formation militaire. Et ensuite, tu as quelques mois de tronc commun. Et ensuite, tu commences à te spécialiser, à choisir une spécialisation. Et généralement, la dernière année de Polytechnique, tu la passes pas à Polytechnique, tu la passes dans une autre école qui est une école de spécialisation. D'accord, ok. Et Et, toi, t'es allé où? Je suis allé à l'ENS. Et à de Paris, Paris? Cachan. supérieure. Ah, Cachan. L'école Cachan, normale d'accord. supérieure, donc sciences. Mais donc ouais, vraiment, moi, et c'est pas juste pour nos auditeurs, hein, moi je suis nul. Je sais que Polytechnique, on apprend à faire plein de trucs, mais du coup, on peut aussi bien devenir un ingénieur atomiste que Un mec qui qu'un travaille trader. à BCG. voilà, ouais, c'est ça. Il y a ouais. beaucoup de traders maintenant. D'ailleurs, c'est un problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui deviennent traders, Bah, voilà. Enfin, moi, à mon époque, c'était. C'est marrant parce que moi, donc j'ai fait des maths appliquées et je me suis spécialisé dans l'apprentissage, ce qu'on appelle le machine learning en maths, qui est un domaine qui est Donc, à la mode l'IA maintenant, et mais tout, à ouais. l'époque, ça l'était pas du tout. Ouais. Genre, le master que j'avais demandé, maintenant, c'est un master qui est censé être hyper prestigieux, hyper dur à avoir. Et moi, personne ne voulait y aller. Et j'y suis allé. C'est juste- quoi le machine learning? C'est C'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, le big data, tout ça. D'accord, ok. pour apprendre à une C'est machine l'apprentissage statistique, ouais, pour apprendre. à apprendre en fait.
Et j'étais allé donc, j'avais fait le MVA, c'est le nom du master. Et vraiment, on était très peu à choisir cette fois. Moi, c'est juste parce que j'avais eu un cours avec un prof que j'aimais beaucoup, qui avait réussi à me passionner là-dedans. Mais quand je suis sorti de là, je me suis dit, le métier de data scientist, par exemple, qui est le métier que j'ai exercé, n'existait pas encore en France. C'est fou. Et donc, je me suis dit, merde, je me suis trompé, quoi. J'ai fait une voie de garage. Enfin, Et t'as pas 72 ans pourtant, donc c'est quand même. Ouais, mais ça allait très vite. Il y a quand même des gens spécialisés dans la base de données déjà. Ouais, mais base de données, c'est old school, quoi. C'est des bases de données Oracle, c'est des gens qui font de l'informatique. Ouais. Moi, ce que je faisais, c'était des modèles mathématiques qui sont par exemple, l'algorithme que fait Netflix pour te recommander des films ou YouTube. C'est un peu les techniciens qui l'a fait. Peut-être, on ne sait pas. Netflix avec un X, on ne sait pas. C'est un data scientist qui l'a fait en tout cas. En tout cas, les data science, ça recouvre ce genre de problème-là. Ouais, je vois, ouais. Et donc, ouais, moi, j'ai fait ça. Ça n'existait pas en France. Et il y avait très peu de gens qui faisaient ça. Et maintenant, à l'époque, les gens faisaient plutôt finance. Sauf qu'entre-temps, la crise est arrivée. Donc moi j'étais au moment de la crise et les gens ne savaient pas trop quoi faire. Et maintenant, ça a switché. Tous les gens qui, avant, allaient en finance, maintenant font machine learning et data science. Et j'ai l'impression d'avoir lancé une mode un peu. Et pourtant, ça me fait chier parce que j'ai arrêté. Ouais, maintenant, j'ai commencé le stand-up. Et maintenant, tout le monde se met à faire du stand-up. Donc, arrêtez de faire ce que je fais. Laissez-moi être un leader tranquille dans mon coin. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Olivia Moore aussi, qui était avant, qui bossait chez L'Oréal. Je ne révèle rien, elle en parle. Beaucoup de gens qui avaient des métiers un peu littéraire, un peu chiant, mais il y avait beaucoup moins de scientifiques. Moi, j'avais l'impression que les scientifiques restaient dans leur taf et partaient pas dans l'humour, en fait. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une voilà, mais c'est la vague suivante, c'est normal. Je crois que ça a toujours attiré comédien, ça a attiré tous les secteurs. Il y avait Bobby Lapointe il y a très longtemps, mais sinon, autour de nous, on connaissait pas. Il y a 10 ans, on connaissait pas beaucoup de scientifiques qui faisaient de l'humour. Et tu expliques comment ce revirement? En fait, moi, j'ai ma propre théorie. Je pense que quand tu fais dans ce qui était mon cas, je faisais de la pub, donc un boulot qui servait à rien, qui était nocif, que j'avais fait comme j'avais fait du droit avant, juste parce qu'il fallait faire des études et faire un truc bien et un truc sérieux. Comment tu es arrivé du droit à la pub? Par la mère d'un pote qui m'a dit que je glandais depuis 2 ans à faire des scénarios, à essayer d'écrire mon premier roman que je n'ai jamais fini. Elle m'a dit tu avais déjà quitté le droit à l'époque? Ouais. Et elle m'a dit tu veux pas faire un vrai travail, tu veux pas faire un stage dans la pub? Tu serais bien pour la pub, t'as fait Sciences Po, t'es un branleur, tu peux parler de n'importe quoi, même si tu connais rien, viens faire de la pub. Et voilà, effectivement c'était bourré de Sciences Po dans la pub. C'était la bonne époque. Les mêmes profils que moi, début des années 2000. Et les mêmes profils que moi, des mecs qui savaient pas quoi foutre, qui écrivaient plutôt bien. Et dire bien suffisamment dans la bonne moyenne pour faire des phrases qui sont construites et trouver des formules, etc., et des slogans. Et après voilà ça a l'air marrant mais oui, c'est marrant au début, c'est marrant, mais après en fait tu te rappelles que tu vends de la merde, que tu racontes des mensonges et que mais tu palpes pas max. Mais au début tu palpes pas grand chose, mais assez vite ça grimpe et tout. Et mes potes ils sont restés dedans, ils gagnent bien, mais par contre ils sont coincés. Et après au bout d'un certain temps je me suis dit ok, il faut que je me barre avant qu'ils me foutent dehors en fait. Là je me souviens avoir parlé à un pote à toi et qui enviait mon statut d'intermittent du spectacle, alors qu'il gagne je sais pas combien. Et il disait voilà, entre 7 et 8 000 euros par mois, et il disait mais moi j'ai une maison à rembourser à Vincennes. Ne fais pas comme moi. Tu retrouves pas à avoir des maisons à rembourser à Vincennes comme ça dans leur je vois très bien qui c'est. Non mais il est pas malheureux non plus, il fait plein de trucs à côté. Fais très attention. C'est un de mes amis avec qui j'ai fait mes affiches aussi de spectacle, enfin la plupart de mes affiches. Et à côté de ça il fait plein de trucs, il est photographe, voilà, et puis il est pas malheureux, mais c'est vrai que tu te retrouves un peu coincé dans un truc à un moment donné, t'as des besoins, t'as de l'argent à sortir et tout. Alors quand tu reviens intermittent, tu t'habitues à vivre avec peu, quoi. Voilà. Mais c'est toujours le piège des gens qui te disent je vais faire ça pendant 5 ans, je vais amasser de la thune et ensuite je vais arrêter, je vais faire ce que je veux. Et sauf que ça marche jamais parce que en fait leurs besoins augmentent et ils commencent à c'est dangereux de prévoir. Certains traders s'arrêtent et deviennent autre chose. Justement dans les reconversions, il y a des mecs qui étaient traders et qui sont devenus complètement autre chose parce qu'ils avaient amassé assez de thunes. Mais c'est rare. C'est souvent rare. c'est en dépit de leur bonne volonté, quoi. C'est juste que ça s'arrête. Ils étaient à Lehman Brothers et ils sont retrouvés sur je suis au chômage, qu'est-ce que je vais faire? Moi je me souviens que quand j'étais au lycée, il y avait une journée où les gens venaient nous décrire leur métier. Et moi, un de ceux qui m'avait donné le plus envie, c'était le mec qui faisait des pubs, quoi. Je sais. Ça vendait du rêve parce que à l'époque, il faut dire aussi que c'était un objet culturel, la pub. Moi, il y a plein de pubs qui m'ont marqué, quoi. Il y avait Culture Pub à la télé, qui il y avait des bonnes pubs.
Ouais, mais il y a effectivement plus de bonnes pubs à la télé parce que c'est mon micro qui bouge tout le temps. Il n'arrête pas de se baisser. On dirait un mec qui n'arrive plus à bander. On dirait moi. C'est très bizarre. Quand j'ai commencé la pub, donc au début des années 2000, c'est là où Internet a commencé à bien marcher et où les mecs pouvaient en permanence te dire, t'envoyer des mails en disant finalement on aimerait bien que vous modifiez ça. Ah bah à la fin on aimerait bien faire autre chose en fait. Et en fait c'est devenu tellement immédiat alors qu'avant il y avait des réunions, tu sais, on peut pas revenir en arrière, on a filmé le truc et tout. Puis il fallait mettre les lettres en les collant, tu vois. Maintenant avec le numérique tout était facile, en permanence t'avais des demandes et c'est encore pire maintenant. Plus après, ça j'en parlais il y a pas longtemps. La première fois où j'ai senti que ça sentait vraiment le roussi dans la pub par rapport aux années où on s'amusait bien, c'est quand ils ont interdit une pub, enfin ils ont arrêté de diffuser une pub, c'était la pub pour Visual Opticien. C'était un chasseur qui revenait de la chasse avec un renard, on ne sait pas quelle bestiole, un sanglier sur le dos, et il le balance dans sa bagnole. Et il dit Toby, viens là, mon chien, viens là. Et en fait, il y a un plan et tu vois qu'il a tué son chien en fait. Okay. Parce qu'il il voit mal. Il voit mal. Et c'est super efficace. C'est drôle, ouais. Et c'est super drôle. Tu comprends. Ça dit, il est temps d'aller pour acheter des nouvelles lunettes. Tu vois, tu fais, ok, c'est tellement basique, c'est drôle et tout. Et c'est pas les défenseurs de la nature qui ont dit c'est pas bien de tuer un chien ou les défenseurs des animaux, etc. C'est les chasseurs. La Fédération française de chasse a appelé Visual en disant si vous enlevez pas cette pub qui nous fait passer pour des cons, on va vous boycotter. Ouais, on va y aller à coup de chevrotine et on va vous boycotter surtout. Et ils l'ont enlevé quoi. Et en fait après bah voilà, ça a commencé puis c'était fini. Bonne idée ceci dit. Comme quoi, tout est de la faute des chasseurs. Toujours. Mais donc à un moment donné je me suis dit je vais me barrer et je me suis barré pour devenir scénariste, écrire des trucs et tout, écrire commencer à bosser sur des petites séries sur M6 et tout, et puis enfin des petites séries, des shortcoms et tout. Et de fil en aiguille, je suis monté sur scène, mais c'était pas mon projet en fait, de monter sur scène. Je voulais faire de la radio, moi je voulais faire beaucoup de radio, donc j'ai commencé à faire de la radio associative et tout, et je voulais faire des chroniques radio. Et la scène n'était qu'une étape pour toi. La scène c'était arriver à avoir ton podcast. Et aujourd'hui, tu réalises ton rêve. Et je suis pas payé c'est pour. L'accomplissement, vraiment. 13 ans, c'est trop génial. C'est comme j'ai vu que François Hollande faisait un podcast. Ah bah non, à un moment il a fait un podcast, Et je me suis dit peut-être c'est ça aussi, peut-être que la présidence comme lui n'était qu'une marche pour arriver à avoir son podcast. Il voulait faire un podcast sur les scooters et voilà, c'était ça son but. Mais donc voilà, et donc toi ça s'est fait comment le passage, la bascule? Donc t'as dit déjà t'aimais bien faire des blagues quand t'étais à l'X, mais après Mais après l'X t'as bossé en entreprise? Ouais. T'as bossé où? J'ai bossé d'abord comme le métier de data scientist n'existait pas à Paris, j'ai bossé à Londres. D'accord. J'ai bossé à Londres 1 an pour une boîte qui s'appelle Opéra Solutions. D'accord. Qui avait rien à voir avec l'opéra. Ça sonne un peu avec les solutions. Et elle apportait des solutions. Un peu. Des solutions business. Une boîte anglaise? Une boîte américaine. D'accord. D'ailleurs, il y avait un rapport avec Netflix parce que à l'époque, il y avait un concours très connu qui s'appelait le Netflix Prize, qui justement consistait à faire les meilleures recommandations de films avec une base de données déjà définie. Et ils étaient arrivés 2e à ce concours-là. Et ils ont racheté l'équipe qui arrivait première. Je peux vous dire qu'ils ont eu les 2 premières places au Netflix Prize. D'accord. Il faudrait faire un film sur Netflix sur ça en fait, tu vois, qui raconterait l'histoire du Netflix Prize. Je suis sûr qu'ils le feront. On le vend Netflix. Ouais. et donc après, t'as commencé à faire des scènes là-bas à Londres? Non, pas du tout. Non, c'était encore loin. En vrai, c'était pas si loin parce que depuis toujours, j'étais très fan de stand-up. Et je sais que j'ai des carnets de blagues qui remontent presque à la prépa. Ah ouais. Ouais. Où je notais des trucs. Tu consommais beaucoup de choses de stand-up alors déjà? Ouais. Et surtout... T'aimais qui à l'époque quand t'étais étudiant? Alors, un autre truc sur lequel tout le monde m'a suivi. C'était un trendsetter. Quand j'étais à l'X, j'ai fait un stage de recherche à New York. Donc en 2e année ou 3e année de l'X. Et là, je suis allé au Comedy Cellar. Évidemment. Et là, tu tombes sur... Louis C.K. Mais il avait les cheveux encore à l'époque. Qui n'était pas du tout connu en France à l'époque. Et j'étais fan. Et du coup, j'ai commencé à découvrir, à diguer ces trucs sur Internet et tout. Et c'est marrant parce que je me disais, à l'époque, à un moment, j'arriverai sur scène. Un moment, peut-être, il m'arrivera de monter sur scène. Et comme je m'inspire de ce mec que personne ne connaît, ce sera forcément unique dans le paysage comique français. Comme quoi, j'étais un visionnaire, quoi. Voilà. Et non, je me souviens que j'étais allé au Comedy Cellar avec des amis
Et ça m'avait retourné le cerveau. Et eux, à la fin, ils étaient très contents, mais je voyais qu'ils n'avaient pas eu la même expérience que moi, où j'avais vraiment eu quelque chose qui avait switché. Sur Louis C.K. ou d'autres aussi? Sur d'autres aussi. D'autres aussi, ouais. Bah, Dan Naturman, je le connais parce que c'est le premier que j'ai vu vraiment au Comedy Cellar. Il était venu au Changeman à l'époque, Dan Naturman. Ouais, non mais c'est fou. Il avait fait toute une petite tournée en France. Et maintenant, physiquement, je le remets aussi. C'était une scène, le Changeman, une scène il y a 10-12 ans. À Ménilmontant. Alors on a énormément digressé. Ouais, on a beaucoup digressé. Mais t'avais commencé à parler de Londres et ton premier job post-X. Ouais. Ouais, pourquoi je parlais de Parce qu'après t'es parti sur Louis C.K. Ah oui, j'ai fait un stage de recherche à New York, mais qui était dans le même domaine déjà. D'ailleurs, c'est marrant, ce stage de recherche, je l'ai fait donc à NYU, qui est l'université de New York, dans un labo avec moi, mon tuteur. C'était un chercheur brésilien qui était trop cool, trop stylé. Je me souviens déjà à l'époque, il me disait il collaborait avec des artistes parce qu'il faisait de la vision par ordinateur, des choses comme ça. Et parfois, il faisait des projets un peu artistiques en collaboration avec des artistes. Et il me disait qu'il admirait leur lifestyle. Il me disait ils sont trop bien et tout. Nous, chercheurs, c'est stylé. Mais eux, ils sont encore au-dessus. Vraiment, il n'y a rien qui égale le lifestyle des artistes. Ils se réveillent quand ils veulent et tout. Et je me souviens que ça m'a parlé. Et aujourd'hui, j'ai réalisé son rêve. Parce que je me réveille. Il collabore avec quel type d'artiste? Il collabore avec des artistes visuels. Des artistes d'art moderne qui proposaient des trucs en lien avec la vision par ordinateur, des choses comme ça. Ah d'accord, ok. Ils faisaient des trucs animés derrière eux. Je sais plus exactement quels étaient les projets. Mais non, mais c'est vrai que l'intérêt de notre métier, c'est d'avoir des horaires qu'on choisit à peu près. Mais bon, la liberté et la créativité. En même temps, il faut se lever, c'est chiant des fois. Mais et donc à quel moment la bascule se fait où tu montes sur scène? Donc 1 an de travail à Londres. Ensuite, je suis revenu à Paris. Parce que j'étais déjà avec ma copine à l'époque. Ouais. Et la même que maintenant. Ouais. Ah oui, d'accord. Et on avait emménagé ensemble à Paris. Sauf que j'ai dû partir à Londres. Et donc j'optimisais mon salaire en payant 2 loyers dans les 2 villes les plus chères d'Europe. Plus les allers-retours d'Eurostar. Vraiment un génie financier. Génie. Ça pouvait pas durer. Je suis resté 1 an à Londres. Et t'es rentré. Et je suis rentré. Et en plus, le bureau de Londres commençait à péricliter. Ouais. Et au départ, j'étais censé rentrer au bureau de Paris parce qu'ils avaient un bureau à Paris. Et ils l'ont fermé entre-temps. Donc je me suis retrouvé coincé à Londres. Je ne savais pas comment faire. En plus, à la fin, à Londres, j'avais vraiment des missions chiantes où c'était pour British Airways. Donc il fallait aller à l'aéroport tous les jours. Les bureaux de British Airways étaient près de l'aéroport. Il y avait beaucoup de transport. 1h30 aller, 1h30 retour. Donc horrible. Ouais. Et en plus, tu partages ton métro avec des gens qui sont trop contents parce qu'ils vont en vacances. Ou des gens qui sont trop contents parce qu'ils reviennent de vacances, qui ont le teint à aller, des chemises hawaïennes et tout. Et toi, t'es en costard, t'es crevé, c'était chiant. Par contre, j'ai jamais autant lu de ma vie parce que j'avais 1h30 de ma vie. Justement, tu peux me confirmer un truc que ma sœur qui vit à Londres m'a dit, c'est qu'on capte pas le téléphone dans le métro londonien? Je sais pas, moi j'ai résisté au smartphone longtemps. Ouais, parce que donc j'en avais pas à l'époque, je pense. Elle m'a dit les gens lisent plus dans le métro parce qu'en fait on capte pas le. Ouais, c'est trop profond en fait. Il est tellement profond, ils veulent pas mettre de relais. Et il est tout petit, ouais. Quand on n'est pas grand comme moi, on ressent qu'il est petit. Donc après, t'es venu bosser à Paris, c'est ça? Ouais, après je suis venu bosser à Paris, un peu dans le milieu de la pub aussi. Ah oui, voilà. Parce que c'était pour une startup qui s'appelle MFG Labs. D'accord. Qui a été rachetée par Havas. Ouais, mes anciens employeurs. Ok. Et là, je suis resté 3 ans. Et au début, c'était un peu sympathique. Mais au bout d'un moment, j'avais l'impression que je tournais en rond. Et surtout, j'avais cette impression horrible à la fin de chaque journée d'avoir perdu ma journée. Ça c'était déprimant. Ce que je faisais n'était pas déplaisant, mais j'ai l'impression que j'avançais vers un endroit où j'avais pas spécialement envie d'aller. Alors c'est à cause de quoi? À cause de l'ambiance, du sens du travail? L'inutilité de ce que tu fais, total. Il y a une partie de ça. Il y a une partie de... Aussi, je crois que je suis rentré dans un cycle de procrastination qui m'a été fatal. Où je commençais à me dire, il faut que je... Parce que moi j'avais beaucoup aimé aussi... Il y a plusieurs choses, pardon. Je vais structurer un peu ma pensée. Moi, j'avais beaucoup aimé les maths en prépa. J'adorais les maths en prépa parce que c'était un truc qu'on construisait à partir de rien et un ensemble cohérent qu'on faisait pousser et on connaissait vraiment toute une partie des maths parfaitement. On savait quel était le lien de ça avec ça et tout et on arrivait à tout maîtriser correctement.
Sauf que quand tu te spécialises, il commence à y avoir plein de trous dans ta culture. Tu peux pas tout connaître sur tout. Donc tu commences à avoir des petites parcelles ici et là, et ça devient mité. Ouais, c'est ça, complètement mité. Ouais. Ça devient pas complet comme connaissance. Et moi, ça me satisfaisait moins. Et en plus, je crois que je me suis fait avoir par l'appellation mathématiques appliquées, qui est plus appliquée que mathématique. Moi, ce que j'aimais dans les maths, c'était le côté plus abstrait, les démonstrations et tout ça. Ouais. Alors que là, ça devenait plus de la cuisine et c'était moins satisfaisant. C'était quoi concrètement que tu faisais dans cette boîte ? Ce genre de modèle-là. Des modèles qui servent ensuite à identifier des tendances, des machins. C'est ça, ouais. Voilà. Et en plus, les missions n'étaient pas toujours très intéressantes. Je commençais à perdre l'intérêt pour ce que je faisais parce qu'il y avait des trous qu'au début, je m'étais dit, je vais remplir tous les trous, je vais commencer à apprendre, à lire ce qu'il faut, comme ça je maîtrise tout. Et je me recrée une culture cohérente comme en prépa. Ouais. Sauf que la motivation est partie entre-temps. Et plus la motivation est partie, plus les trous devenaient grands et plus il y en avait. Et plus ça devenait une tâche incommensurable et impossible à faire. Donc à un moment, j'ai juste abandonné et je faisais ce que je faisais, mais sans grand intérêt, sans grande passion. Et en plus de ça, j'avais l'impression que... je sais pas, moi je suis quelqu'un de très lent dans la vie, qui a besoin de beaucoup de temps pour réfléchir aux choses. Ouais. Et j'avais l'impression qu'avec ce rythme d'entreprise-là, j'avais pas le temps de digérer tout ce qui m'arrivait en dehors. Et par exemple, sans sombrer dans le drama, un événement qui a été déclencheur, ma grand-mère dont j'étais assez proche est décédée. Et j'ai l'impression que il n'y avait pas assez de temps pour digérer ça. C'est juste un événement de la vie et qu'ensuite je recommençais le boulot comme si de rien et ça m'allait pas. C'est aussi tout simplement que le fait que le boulot prenait trop de temps dans ta journée, c'est ça ? Ouais. Donc tu disais, si je passe ma journée entière à bosser pour avancer vers un truc qui me passionnait bien. Qui te remplissait pas assez. Puis il y a tout simplement la question que c'est énormément de temps de nos vies, quoi, 5 jours par semaine. À être assis. C'est l'essentiel de ta journée. Putain, c'est beaucoup, quoi, en fait. Ma sœur, elle avait arrêté de taffer pendant 1 ou 2 ans. Elle est partie vivre en Espagne. Elle s'était mise au chômage. Elle a commencé à manger des tapas et puis après elle n'est jamais revenue. Non, et après elle a dû retrouver du travail quand le chômage était fini. Et elle me faisait rire parce qu'elle regardait les offres d'emploi, elle disait putain mais 9h-18h tous les jours, mais ils sont fous quoi. Ah ouais. Mais après, c'est les horaires français aussi. Je sais plus, mais en gros elle était en train de trouver absurde l'évidence, tu vois. Oui, c'est ça. Ouf quoi. Trouver absurde l'évidence. Mais tous les jours. Vous êtes malade. Mais j'ai une vie. Moi, quand j'étais dans la pub, au fur et à mesure, je faisais de moins en moins de pubs et je faisais de l'animation d'entreprise en fait. J'étais devenu une espèce de comique d'entreprise. Je faisais des blagues sur le forum interne. Je faisais des espèces d'happenings, des courts-métrages internes, etc. Et de moins en moins, je faisais de la pub. Et les journées commençaient de plus en plus tard. Enfin, j'arrivais pas non plus à 11h, mais... En plus, on picolait énormément, on faisait des fêtes tout le temps. Ouais. C'est ce qui nous maintenait. Je sais pas comment c'était dans l'ambiance. Nous, ils nous maintenaient. C'est comme ça, comme dans les startups, quoi. Il y a des baby-foot, il y a des consoles de jeux. Ouais, c'est trop bien, on est tous potes, on baisse tous ensemble. Mais en vrai, ça peut tenir qu'un temps. Puis dès que tu commences un peu à grandir, à vouloir te poser et tout, à te maquer, à avoir des enfants, c'est impossible. C'est fini tout ça. Ça, c'est une vie qui peut tenir que pour des gens un peu jeunes qui font la fête. Et après, tu te travailles, tu fais attends, c'est de la merde en fait. J'ai pas envie de faire ça tout le temps. Donc c'est un temps, quoi. Oui, c'est un temps, et c'est un temps normal, c'est un temps de ta jeunesse, début de 25 à 30, 32, quoi, je sais pas. Voilà. Et donc, mais tu en croises beaucoup des gens en entreprise aussi, ça c'est assez déprimant, qui voient ça comme une tâche et ont hâte d'être le soir. Ouais. Et ensuite, le week-end. Ils ont hâte d'être le week-end. Et c'est pas une vie, quoi. C'est vraiment beaucoup de temps que tu alloues pour quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Ouais, ça m'avait surpris. Je faisais des cours de salsa, donc il n'y avait pas d'artistes, c'était souvent des gens qui bossaient dans des bureaux, quoi. Et un soir, on prend un verre après le cours. Et il y a une fille qui dit mercredi, plus que 2 jours, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Et ça m'a complètement fait halluciner parce que je dis mais pourquoi plus que 2 jours Ah ouais, d'accord. Donc toi t'attends samedi là. Ouais. C'est déprimant. Mais vous avez déjà vu la série Severance sur Apple où c'est en fait des gens qui ont une puce dans la tête, tu l'as vu ? J'en ai entendu parler mais j'ai pas vu. Ils ont une puce dans la tête et en fait leurs 2 journées sont totalement séparées. C'est-à-dire ils oublient ce qu'ils ont fait au travail et quand ils sont au travail, ils oublient leur vie de l'extérieur. Ils sont 2 personnalités différentes. D'accord, ok. Et ce qui est un pitch assez intéressant et qui est une parabole assez marrante aussi, mais moi je sais que oui, je voulais pas, même si en fait c'était ça le piège. Dans la pub je m'amusais pas mal, comme tous les gens qui commençaient en même temps que moi, on s'amusait bien, hein. Et puis au bout d'un certain temps tu te dis ouais mais bon en fait je m'amuse pas vraiment normalement, en fait c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est de plus en plus contraint par des trucs économiques
et les clients qui sont pas contents, etc. Et en fait, si je veux vraiment vivre ma vie, il faut que je fasse autre chose. Ouais. Et c'est là que je me suis barré en fait. Mais je me suis barré avant qu'il soit trop tard, avant d'être coincé. Ouais. Quand je t'ai connu au bout du bar, là, il y a plus de 10 ans, tu bossais encore dans la pub ? Non, je venais d'arrêter. Tu venais d'arrêter. Je faisais encore des freelances, parce que ça aussi, c'était difficile de lâcher les freelances, quoi. Ouais. Ah oui. J'avais le chômage, mais bon, les c'est un peu ce que tu as fait avant d'arrêter complètement, tu étais en freelance. Ouais. Attends, vous êtes rencontrés dans un bar avant de faire du stand-up ? Non, on s'est rencontrés dans un bar où il y avait une scène de stand-up. Ouais. Il y avait une scène de stand-up avant qu'il y ait plus de 10 ans, avant qu'il y ait les premiers comedy clubs, avant le Paname, quoi. Ok. Moi j'ai continué à faire des freelances parce que tu veux gagner 3500 balles ou 4000 balles. Et à quelle fréquence tu faisais une fois par semaine ? Un par mois. Un par mois. Ça me rapportait entre 3 et 4 000 balles des fois. Ouais, Et c'est encore, j'étais pas le top freelance. Hein. Donc tu t'habitues c'est bien, tu trouves 3 blagues sur les Chipsters Belin. Donc la ils font une petite danse, ils disent Chipsters Belin. Voilà. La pub a pu financer tes velléités artistiques. Oui, c'est ça. J'ai fait ma reconversion justement. Je l'ai faite grâce à ça. Et quand tu as arrêté la pub, c'était dans l'idée de faire du stand-up déjà ? Et j'ai arrêté quand j'ai vu que j'arrivais à vivre pas vraiment du stand-up, mais plus de l'écriture de séries télé, des choses comme ça. Et je faisais le stand-up à côté. Et là, je me suis dit, ok, je peux naturellement m'arrêter. Mais en fait, naturellement, les gens ont arrêté de m'appeler aussi. Et quand tu as quitté ton travail, déjà tu as démissionné, tu as fait une rupture conventionnelle Rentrons dans les détails, j'ai fait une escroquerie en fait, c'est très simple. Il y a prescription maintenant. J'ai négocié on a fait un faux licenciement avec mes patrons qui étaient des gens très très sympas. Okay. Et j'ai dit, je veux partir. Ils m'ont fait, attends mec, on va dire qu'on te vire. Il n'y avait pas de rupture conventionnelle à l'époque. C'était en 2008, un truc comme ça. Il n'y a pas de rupture conventionnelle. Et du coup, on va dire qu'on te vire. Donc on a joué à la comédie, quoi. Genre en claquant des portes et tout. La déléguée sort des cales qui a dit, mais je comprends pas, vous entendiez bien avant. Tout se passait bien, qu'est-ce qui se passe? C'était pas. Je sais pas, Martine, je sais pas, mais je suis désolé que ça finisse comme ça et tout. La scène de vaudeville où tout le monde joue mal comme ça. Pardon, jamais je ne reviendrai dans cet endroit. Tu as trahi les idéaux de la publicité. Et après, cet endroit me sort par les oreilles. Et j'en ai jusque là. J'en ai absolument ras la casquette. Et le DRH qui faisait, ou le chef de commerciaux, directeur commercial qui disait mais je ne comprends pas, vous entendiez bien, on va devoir, c'est normal qu'on te file un peu d'argent. Je fais oh non, oui d'accord un peu, mais tu sais je veux pas vraiment saigner la boîte, c'est pas le but, hein, je préfère qu'on se quitte bons amis. Je voulais pas en rajouter non plus quoi. Mais oui, j'avais eu un petit package severance comme on dit d'ailleurs pour partir, mais surtout j'avais pu partir librement et avec le chômage quoi. Cool. Et à partir de là j'ai pu parce qu'à l'époque, mener la carrière qu'on connaît. La rupture conventionnelle n'existait pas à l'époque. Non, c'était juste avant que ça se fasse. Quoi. C'était 2008, un truc comme ça. D'accord. Donc non, ça n'existait pas. Et c'était dans l'idée de faire quoi à l'époque ? C'était vraiment de devenir scénariste et chroniqueur radio. Je voulais vraiment faire de la radio. Donc j'ai fait de la radio à Radio Campus, qui est une radio FM étudiante parisienne, qui est très bien, que je vous conseille, 93.9. Et après, naturellement, j'ai rencontré des gens et en fait c'est en commençant à faire de la scène parce que j'avais à l'émission radio on avait reçu des gens qui débutaient. Il y avait, on n'avait pas reçu Boone, mais j'étais allé à un de ses premiers plateaux en tout cas où il y avait Boone, il y avait Sébastien Giray, Nora Hamzaoui, des gens comme ça. Et en fait j'ai dit c'est marrant ça et surtout t'écris un truc, tu le joues le soir même. J'exagère mais pas le soir même mais bon pas longtemps après. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça et j'ai pris des cours de théâtre et voilà. Et j'ai fait ça alors que c'était pas du tout le but. Moi, c'est pas ce que j'avais prévu. Et chroniqueur radio, tu l'as fait ? Et chroniqueur radio, après la radio associative, j'ai eu la chance de faire un peu France Inter à une époque où personne n'y était, dans une émission qui s'est arrêtée et ensuite j'ai jamais réussi à revenir. C'était l'émission de Giordano, le midi, qui avait remplacé en catastrophe Stéphane Bern qui s'était barré. D'accord. Et j'ai jamais réussi à rattraper le coup à revenir après en fait. Et j'étais probablement trop mauvais comme un cochon, mais surtout les places étaient prises, j'ai loupé le coche quoi, j'ai loupé la fenêtre de tir. Et après j'ai fait Europe 1 avec Anne Roumanoff, la meilleure expérience de ma vie. Non un enfer absolu bien sûr, de censure, c'était vraiment pas bien. Émission préenregistrée. C'était déjà. C'est Bolloré, Europe 1. C'était pas encore Bolloré, mais c'était déjà chiant. C'était déjà des bad vibes et Roumanoff avait la
totale mainmise sur son émission, donc on l'enregistrait 1 heure avant, et après elle coupait des bouts dedans, toutes les vannes qu'elle aimait pas, toutes les vannes qui... Alors les vannes qui n'avaient pas marché aussi, ce qui était plutôt bien. Ça c'est plutôt cool. Mais même les vannes qui avaient marché et qu'elle aimait pas. Et puis elle te censurait, il y avait plein de sujets qu'elle voulait pas qu'on aborde, etc. Donc, elle avait peur du bad buzz. Elle a une peur panique du bad buzz, et elle a fini par en faire 1 ou 2, alors même qu'elle a tout fait pour cadrer. Elle a fait des bad buzz sur quoi? Non, mais des bad buzz qui ont duré 2 jours. Une fois, elle a imité un personnage, je sais pas quoi. Est-ce qu'on a vraiment envie de parler d'Anne Romanoff? Non mais un bad buzz d'Anne Romanoff, ça m'intéresse. Un bad buzz qui a duré 2 jours. Elle avait fait un sketch chez Drucker ou je sais pas quoi, où elle disait quoi, tes 2 oncles sont homo? Ça nous fera 2 tentes ou je sais pas quoi, un truc. Si on part en camping, un truc de ce niveau-là, un jeu de mots à 2 francs, tu vois. Vraiment, ça nous fera 2 tentes. T'as peur du bad buzz, Omar? Tu redoutes? Non, je suis pas encore assez connu pour faire du bad buzz. Oui, mais à moins de dire vraiment un truc extrêmement. Pour avoir peur du bad buzz, déjà, il faut être très exposé. Faut être exposé. Ouais. Ou alors, faut avoir des pensées un peu limites, dont tu sais qu'elles peuvent créer un bad buzz. Tu crois qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont des pensées limites? Ou des blagues limites. Il y a des gens qui ont des blagues limites, qui savent que ça surfent là-dessus. Moi, la provoque. Oui, c'est vrai. J'ai pas des blagues limites. Tu surfes sur une certaine provoque. Mais c'est pas de la provoque. Enfin, moi, j'appelle pas ça de la provoque. Moi, j'aime bien aborder des sujets de manière un petit peu sur la crête, quoi. Et ça suffit à avoir des petits bad buzz à mon niveau. C'est-à-dire que les vidéos qui ont fait le plus de vues pour moi, c'est des vidéos. Enfin, je parle d'après la pandémie, parce qu'avant la pandémie, j'avais des vidéos qui faisaient plus de vues et qui emmerdaient pas trop de monde. Mais les vidéos qui ont fait le plus de vues depuis, c'est des vidéos où il y a eu des bad buzz, où les gens se sont chauffés dessus, quoi. Ok. Et pourquoi la pandémie a eu un tel impact sur le visionnage de tes vidéos? Parce qu'avant la pandémie, je faisais des salles plus grandes, j'avais des prods, et puis après, pendant la pandémie, j'ai rien foutu. J'étais en burn-out juste avant, donc j'étais vraiment crevé. J'ai pas fait de vidéo ni rien, et j'ai eu beaucoup de mal à reprendre, en fait. Okay. Je trouve, en tout cas, je le ressens. Moi, c'est plus difficile sur les réseaux et tout ça. Et les derniers bad buzz que j'ai fait, c'était sur la Coupe du Monde de rugby. J'ai fait des vannes sur... puisqu'après, je suis sur Rire et Chanson depuis quelques années maintenant. Okay. Et pour le coup, la liberté est totale. C'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que personne n'écoute. Ça n'a aucune incidence sur la fréquentation des salles. Mais par contre, je dis ce que je veux. Mais vraiment ce que je veux, quoi. Tu dis personne n'écoute, c'est pas vrai. Non, les gens écoutent, mais c'est pas les gens qui viennent te voir en spectacle. Voilà. C'est pas comme France Inter. D'accord, ok. France Inter, c'est la première radio en termes d'écoute aussi. Mais Rire et Chanson, en vrai, elle est quand même pas mal écoutée. Et ça devrait suffire. C'est bizarre, c'est bizarre que les gens viennent pas. C'est des gens qui vont pas au théâtre. C'est des gens qui conduisent des voitures. Ouais, c'est des gens ça te rapporte des follow un peu ou même pas? Pas vraiment, non. C'est des gens qui sont pas sur les réseaux. Sont sur la route. C'est ça. Ils vont bosser à la Défense et ils rentrent chez eux. Les camionneurs connaissent tous David Azencamp. Juvisy, voilà. Ils traversent Paris, quoi. Ils traversent Paris. C'est le cas des autres radios. Les gens les écoutent sur la route aussi. Mais c'est plus vieux. L'auditorat est plus vieux. Et je pense que c'est des gens qui ensuite ressortent pas dans les comedy clubs, quoi. Ou qui iront pas te voir en ton spectacle. Enfin. Voilà, je dis ça parce qu'il n'y a pas que moi. C'est-à-dire, ça pourrait être que moi qui ressens ça, mais tous les gens qui sont sur Rire et Chanson, c'est pas Rire et Chanson qui fait venir du monde. C'est après, c'est éventuellement une vidéo que tu as faite grâce à Rire et Chanson, qui a du buzz, suite etc. aux Open du Rire, j'avais eu quelques personnes en salle. Non, mais moi aussi, j'en ai. Je dis pas, mais c'est pas ça qui va remplir ta salle à Paris, c'est évident. Et tu peux après reprendre des morceaux de sketch que tu as fait sur Rire et Chanson. Tu peux commencer à créer un personnage sur Rire et Chanson. C'est ce qu'ont fait certains humoristes. C'est une bonne école après, aussi. tu reprends, si tu te sens libre, c'est une super école. Toi, tu m'as dit que ça rapportait pas mal, SACD, Rire et Chanson. Mais ça, c'est la diffusion des sketchs aux Open du Rire. Ouais, c'est pas les chroniques, c'est quand tu fais un sketch aux Open. Parlons argent, sans des steaks. Et là, t'es diffusé pendant 1 an. Ok. Plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois. Et alors, je sais, moi j'ai coécrit avec Douli, mais j'ai touché qu'une partie, donc je sais pas combien ça peut être quand tu touches tout ce que 100% du sketch qui est diffusé, c'est combien? C'est en brut, c'est près de 15 000 euros. Donc et en net, ça peut atteindre entre 11 et 12, ouais. Pour un an de diffusion. Pour un an de diffusion, genre 400, 500 diffusions, quoi. Ah ouais. Donc c'est pas négligeable du tout. C'est très important justement quand tu veux faire un budget et que tu veux savoir ce qui te rapporte de l'argent en tant que comique. Quand tu fais des plateaux qui te rapportent 20 balles, c'est quand même ça notre métier. C'est incroyable que ça gagne beaucoup moins France Inter, beaucoup plus que France Inter, alors que France Inter. Oui, mais France Inter diffuse pas de sketch. France Inter est très mal payé. Sur les chroniques, tu Ah non, sur les chroniques, c'est beaucoup moins bien payé. SACD, c'est combien? Je sais pas, mais c'est quelques centaines d'euros. France Inter aussi. Oui, non, mais je veux dire. Par rapport à un sketch qui est multidiffusé, ta chronique elle est diffusée que 2 fois, quoi. Ouais. Alors moi je coécris pour des chroniques sur France Inter
Et les droits d'auteur sont assez pas faibles. Oui, c'est ça. Bah oui, parce que c'est pas assez diffusé en fait. C'est très peu diffusé. Écrit pour qui sur France Inter? Tu co-écris avec qui? C'est top secret. Tu veux pas le dire? Non, je peux le dire, on m'a jamais demandé de pas le dire. Mais j'ai l'impression que les gens aiment pas trop qu'on le dise. Bah c'est leur ego, on s'en bat les couilles. Souvent les gens aiment pas. Il y en a qui le disent. Moi, il faut être honnête. Il y en a qui le disent, il y en a qui le citent explicitement. Moi, comme on me cite pas explicitement, je me dis que peut-être que la personne ne veut pas. Moi, dans le doute, je le dirais. Comme ça, au moins tu pourras dire. Mais attends. Mais en fait, alors, une remarque qu'on fait souvent, moi, quand je dis que je coécris parfois avec des gens, les gens qui sont pas du métier disent ah oui, ils écrivent pas seuls. Mais évidemment, on fait de l'humour. Tu ris pas tout seul. Même quand on dit qu'on écrit seul et qu'on écrit. Moi, ça m'a jamais posé de problème de dire que j'ai toujours eu des co-auteurs. Mais il y a plein de gens qui écrivent seuls quand même. Moi, j'écris seul, mais je teste beaucoup avec d'autres gens. Donc je fais des avec réunions des potes ou des collègues ou de la famille. Tu les testes. Beaucoup de vannes, tu les trouves grâce, entre guillemets, au public. Où tu te dis, tiens, ils ont réagi comme ça, donc je vais rajouter ça, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pas de la coécriture. Non, mais c'est de la collaboration. En tout cas, c'est du ping-pong en vrai. Ouais, du ping-pong, voilà. Enfin bon, moi, ça m'énerve un peu ce délire égotique de tout l'humour vient de mon cerveau, mais nique ta mère, excusez-moi. Ça m'énerve un peu parce que c'est tellement faux. C'est tellement dans le ping-pong qu'on est meilleur. Enfin, putain. Pour revenir juste. Mais attends, parce que moi, je sais que quand on me donne une blague, ça m'enlève un peu du plaisir. Ouais, je suis bien d'accord. De l'avoir, parce que le plaisir, c'est aussi de trouver la blague. C'est aussi d'avoir trouvé un truc. Moi, je trouve que c'est rare qu'on te donne une blague une réponse toute faite. Chez les autres. Ouais. On te donne souvent un step. On construit sur toi. Ouais, on construit et tu reconstruis par-dessus et c'est que ça le stand-up, tu vois. Moi, j'aime bien être à la base du truc et qu'on me dise, mais attends, si tu disais à la place de Dark Vador, tu disais machin truc, tu fais, ah ouais, c'est mieux. J'ai pas ce problème, que ça vienne de moi ou d'un autre pourvu qu'elle soit drôle en fait. En fait, c'est un mec qui m'a énervé en faisant un commentaire sous une vidéo justement Rire et Chanson, un extrait de chronique où je me fous de la gueule de Darmanin et c'est gauchiste, nanana, toujours à taper sur les mêmes. Ça, c'est pas un bad buzz. Non, c'est pas un bad buzz. Mais ça m'énerve parce que c'est dans la même semaine, je me fais traiter de gauchias et de réac, tu vois, par des gens qui écoutent pas les mêmes sketchs. Est-ce qu'il faudrait ne pas lire? C'est ça, les gens. Pas lire les mais commentaires. c'est impossible. Ça, c'est impossible. Tu sais bien, des trucs. En plus, t'as des notifications. T'as un commentaire, il apparaît tout seul. Mais les gens ne regardent que ce qui les concerne, quoi. À aucun moment, ils vont regarder la totalité de ce que tu fais. C'est ça qui est agaçant, en fait. C'est pour ça qu'est-ce que ça apporte de lire? En plus, c'est rarement intéressant en commentaire. Moi, je trouve. D'un point de vue artistique. C'est comme ça que j'ai appris. J'étais papa une fois. On m'a dit à propos, je suis enceinte, tu vois. Non, mais je trouve que ce qui est intéressant, par exemple, je trouve que c'est vachement plus intéressant d'écouter à quoi les gens rient que ce qu'ils en pensent. Quand ils commencent à analyser alors qu'ils sont pas du métier, souvent ils tapent à côté, alors que leur rire parle beaucoup plus, tu vois. Oui. Donc je pense qu'il vaut mieux tester et voir à quoi ils rient. Si tu diffuses un truc sur internet, t'as pas le rire. Donc le seul retour que tu as, c'est les likes et les commentaires. Donc c'est l'équivalent de la réaction à grande échelle. En tout cas, le rire, tu l'as au moment où tu l'enregistres. Oui. Et t'as le nombre de vues. Donc tu sais si ça prend ou pas. Tu vois. Tu sais si t'es en accord avec ce que tu balances et si ça touche les gens. Mais alors savoir en détail ce qu'ils en ont pensé, je trouve pas que ce soit très intéressant, quoi. Ok. Ouais. En tout cas, moi, en plus, on est souvent vexé quand c'est négatif. Moi, j'aime bien. Si c'est positif, ils disent que t'es un génie. Si t'y crois, tu deviens con. Qu'est-ce que ça apporte? C'est beau. Et avec tout ça, donc on n'est toujours pas arrivé au moment où tu es allé sur scène. Non, mais parce que t'as dit un truc que t'as pas fini de ouf, quoi. Tu parlais de Bad Buzz et tu parlais de Coupe du Monde du rugby. Oui, bah justement, c'est ça. C'est que c'était ce genre de public qui dit ouais, gauchiste et tout. Je me suis fait traiter de gauchias woke parce que j'ai fait des blagues sur Dujardin et sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Sur la chanson en disant que j'avais trouvé ça ringard et que ça sentait le viandox, quoi. Et je me suis fait, mais j'ai eu un gros bad buzz. Enfin, un gros bad buzz. Pour moi, c'est un bon buzz. Je suis content qu'on s'énerve. Et plus parce que tu dis on s'en fout des commentaires, mais plus ils commandent, plus l'algorithme met le truc en avant. Et plus c'est des commentaires négatifs, plus c'est en avant. Et donc plus les mecs remettent des commentaires négatifs. C'est pervers. Hein. Si on compte sur le bad buzz pour percer, c'est triste. Hein. Bah je compte pas dessus, évidemment je compte pas dessus. Mais je me dis malheureusement mes plus gros chiffres c'est des bad buzz. Je le constate, c'est tout. L'algorithme fait exprès. On le sait que l'algorithme fait exprès de mettre en avant les trucs qui clashent. Donc voilà. Moi j'aimerais bien que ce soit un truc sympa, mignon sur j'aime ma fille et tout, mais c'est pas ça. Hein. J'ai pas ce sketch où je dis j'aime ma fille aussi, peut-être pour ça. Au moment de la Coupe du Monde de rugby, j'avais aussi des blagues dessus, notamment sur le mec qui était raciste, qui a été sélectionné dans la Coupe du Monde de rugby. Qui était dans l'équipe, alors qu'il avait été condamné pour agression raciste. Et j'avais des blagues dessus qui marchaient bien. Et on me disait tu veux pas les capter pour les diffuser Et en vrai, j'avais la flemme d'avance des commentaires racistes qui allaient dire Mais tu l'as trouvé drôle, vraiment? La blague? Ouais. Assez, Moi aussi, je la trouve. Tu veux que je te dise l'angle? Vas-y. C'est...
Donc déjà, je disais que la Coupe du Monde du rugby, j'ai jamais suivi le rugby. Alors que les gens essayent de te défendre à chaque fois en disant que c'est plus sophistiqué que le foot. C'est technique. Sauf que souvent, les gens qui te défendent ça ne respirent pas la sophistication. Quand tu regardes les fans de rugby, souvent des gros gars remplis de bière qui disent Marine Le Pen, elle dit pas que de la merde. Ouais. Et... Déjà un sketch effectivement qui passe bien. Et notamment il y avait cet exemple de ce mec qui a été sélectionné dans l'équipe de France alors qu'il avait été condamné en première instance pour agression raciste. Et quand tu regardes les faits, c'est vraiment juste il a traité des gars de bougnoul dans la rue, il leur a cassé la gueule parce qu'il était bougnoul. Donc vraiment il y a peu de vraiment il n'y a pas de ça correspond vraiment à la définition quoi. Agression raciste c'est vraiment Et il est quand même allé en conférence de presse en pleurant en disant je suis pas raciste et tout. Et je disais que c'est un truc commun maintenant les racistes qui disent qu'ils sont pas racistes, mais que je peux comprendre. C'est comme nous quand on fait ce métier, c'est aussi parce qu'on a admiré des gens très forts comme je sais pas Louis C.K., Dave Chappelle et tout. Et donc on a un peu de mal à se dire humoriste en comparaison avec ces gens-là. Avec les je pense que les grands pour racistes. eux c'est la même chose. Ils mettent la barre trop. Quand ils disent je suis pas raciste, ils veulent dire j'ai pas le niveau. Ils regardent le mec Wikipédia d'Hitler et disent non mais j'y suis pas du tout. Les gens sont allés beaucoup trop loin quoi. Vous savez qu'on peut aller beaucoup plus loin que moi. Je crois que je t'avais entendu la faire cette vanne. En fait c'est pour ça, elle me revient maintenant. Bah oui elle était très drôle, il aurait fait la capter. Ah mais tu aurais dû. Mais après oui il y a toujours les commentaires. Et donc avant d'en arriver à ça, le moment où tu as décidé de monter sur scène donc, après mes 3 années dans cette boîte MFG Labs, j'ai quitté. Rupture conventionnelle, moi, pour le coup. Et je ne savais pas encore pourquoi. C'était pas défini dans ma tête. C'était juste pour prendre du temps, pour réfléchir à ce que je voulais faire. Te retrouver, quoi. Ouais. Tu leur as dit, c'est pas toi, c'est moi. Voilà. C'est ça. Et j'avais quand même ce truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Donc, j'ai commencé à prendre des cours. Ouais, donc quand même, C'est là que je me suis inscrit à tous les cours d'humour et tout. Et j'ai commencé un peu à monter sur scène. Et voilà. Après, donc ça s'est fait comme ça. Et je savais pas comment j'allais m'organiser financièrement. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des trucs qui sont arrivés en freelance. Donc, je pouvais travailler que 3 jours par semaine. Ce qui me laissait surtout qu'au début, les premières années, tu fais pas énormément de scènes. Donc, c'est largement suffisant comme temps. Et j'ai travaillé pendant 3 ans pour une entreprise comme ça en freelance. Ce qui m'a permis de gagner pas mal de thunes. Et à quelle fréquence alors? Tu travaillais combien de jours par semaine? Au début, c'était 3 jours par semaine. Mi-temps, et ensuite, quoi. ça a diminué au fur et à mesure. Et à la fin, c'était 1 jour par semaine. Et ça s'est fait naturellement. Et à un moment donné, tu as dit, j'arrête. C'est intéressant parce que tu as vraiment poussé le truc jusqu'au bout, quoi. C'est comment faire de l'argent avec en minimum de temps, quoi. Et d'aller au max. En faisant 1 jour par semaine, je gagnais beaucoup plus que ce que je rapportais avec le stand-up. Et t'as peur, du coup tu bosses plus dedans, mais tu crois qu'un jour ce sera des boulots faits par des machines intégralement, tout ça? Des machines qui créeront d'autres algorithmes pour faire des machines. Tout seul, des machines qui créeront des machines qui créeront des machines. Je sais pas, on n'en est pas encore là. Je sais que pour l'instant, elles aident beaucoup. Ouais, mais du coup, il y a de moins en moins d'humains, on a besoin de moins en moins d'humains. Ouais. Mais même dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que dans ces boulots-là. Moi, j'avais une blague là-dessus sur le fait que, en vrai, moi, j'utilisais très peu mon cerveau aujourd'hui. C'est vraiment quand il n'y a pas de connexion du tout, mais c'est Wi-Fi, 3G, Edge, cerveau. Parce que Google, il a des réponses beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables. C'est beaucoup plus ergonomique. Et maintenant, en plus, c'est même plus je tape une recherche sur Google, c'est je commence à taper, il la complète, et je fais entrer, et il répond. Et j'ai l'impression d'être juste un intermédiaire entre Google et Google, qui se parle à lui-même. Très drôle. Et alors justement, moi j'aimerais dire à ça, moi j'ai l'impression que les gens qui ont, alors j'aime pas séparer littéraire et scientifique, mais quand tu as quand même un esprit mathématique, j'ai l'impression que ça donne des raisonnements qui sont complètement différents. Ouais, c'est intéressant. J'ai vu ça avec d'autres humoristes qui ont des carrières scientifiques matheuses, et j'ai toujours l'impression d'avoir des raisonnements qui sont en escalier, qui sont en retour, j'arrive même pas à définir le truc, mais en tout cas que c'est tellement mieux construit en fait. Moi par exemple, construit différemment, en tout cas ça m'étonne. Moi les sketchs, ça m'étonne. Moi j'ai fait un peu d'informatique, j'ai fait de la programmation pendant 2 ans, et quand je joue mes sketchs, parfois j'ai le sentiment de compiler un programme et de voir où est-ce que ça bug et pourquoi, et de le réécrire pour que ça valide, quoi. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment proche des maths. Le stand-up, J'ai l'impression que j'aime le stand-up pour la même raison que j'aimais les maths. Ah, intéressant. C'est-à-dire que tu pars avec une prémisse, c'est-à-dire des hypothèses, et ensuite tu essayes de dérouler pour trouver une propriété intéressante, une chose intéressante.
et tu essaies de faire une démonstration qui tient le coup. Et tu as la même impression d'évidence quand tu trouves une blague que quand tu trouves la solution. Il y a une recherche de vérité dans les deux cas. C'est ça. C'est ça. Et dans les deux cas, dans les maths, tu sais que c'est vrai parce que tu peux le démontrer et c'est solide et ça tient. Mais dans le stand-up, tu as aussi le rire qui est un accusé de réflexion. C'est ça qui est génial dans l'humour, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas subjectif dans le sens où ça peut faire rire quasiment tout le monde et ça peut faire rire personne. Donc ça, c'est pas discutable. Hein. Ça, c'est pas... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'évident. En fait. Ça, c'est assez violent à vivre quand on teste, mais c'est très satisfaisant d'avoir le sentiment de comprendre ou de faire quelque chose de bien ou pas bien, tu vois. Et d'ailleurs, quand les gens rigolent en faisant le raisonnement, c'était une hypothèse qu'on n'avait pas encore eue. C'est un angle nouveau. Voilà. Mais c'est vrai que ça ressemble à une démonstration mathématique originale. Et moi, je suis très mauvais en maths, donc ça me fascine encore plus. C'est peut-être pour ça que mes trucs tiennent pas la route. Mais tu fais mais même la capacité d'abstraction est nécessaire dans les deux. Pour faire du stand-up, tu dois faire de l'abstraction. Comparer ça à un autre truc dans un autre domaine qui n'a rien à voir, mais comme tu as abstrait suffisamment, tu vois le lien entre les deux, ou même les techniques qu'on utilise sont souvent... tu vois un truc qui te fait rire et tu dis « Ah, parce qu'il a fait ça, et ensuite il a l'effet de surprise sur ce truc, je pourrais le faire dans mon truc. » Dans autre chose, en équivalence, en comparaison, Mais j'imagine que je sais pas ce qu'a fait Louis C.K. s'il a commencé comme directement humoriste très très jeune. Je crois qu'il a joué très jeune. Voilà, ou comme Steve Martin qui a commencé super jeune aussi. Mais des fois je me dis c'est un esprit clair. Je dis mathématique faute de mieux, mais c'est bien construit quoi. Il y a des gens ils ont des démonstrations. C'est exactement ce que tu dis, démonstration. C'est pas un raisonnement, c'est une démonstration. Et c'est ça qui fait que c'est étonnant pour moi et que ça me paraît plus fort en fait. Mais donc voilà. Ça fait assez longtemps qu'on parle en fait. On va peut-être passer à un autre sujet. Ouais, carrément. Et là, on a de quoi faire 2 émissions, je pense. Alors, on parlait de reconversion. Donc moi, j'ai préparé un quiz. Quiz reconversion sur des gens qui ont changé de métier, qui ont fait des trucs qu'ils n'avaient pas prévus et qui faisaient autre chose donc avant. Alors, il y a 5 questions, c'est la rapidité, c'est le premier qui répond. Je vous propose des choix quand même. Alors, la première question, c'est célèbre comédienne, elle a aussi inventé l'ancêtre du Wi-Fi, et ça s'est passé pendant une guerre. On en a parlé pas mal, Pénélope Bagieux, on a parlé un petit peu. C'est pas Eddie Lamar. Exactement, waouh, j'ai même pas eu besoin de... Tu vois, waouh. J'ai failli le dire, mais ça m'est pas venu tout de suite. Eddie Lamar, alors tu sais qui c'était ? Ouais, elle a fait des trucs de malade dans la radiophonie et c'est tout. Ça, elle était super forte. C'était une actrice d'origine autrichienne, juive autrichienne, qui s'était réfugiée aux États-Unis à la fin des années 30 et qui est devenue une star, qui était extrêmement belle, qui est devenue une star hyper glamour, etc. Et à côté, c'était un génie, un génie. C'était une inventrice incroyable. Elle avait une formation d'ingénieur Pas vraiment, en fait. C'était une espèce d'instinct. Je crois pas qu'elle avait vraiment... J'avais lu des trucs dessus, mais c'était très léger. Non. Elle avait un instinct, quoi. Elle était très bonne. Elle était auto-formée, elle était autodidacte, quoi. Est-ce qu'elle jouait bien ? Elle jouait très très bien aussi. On est sur un personnage sans défaut, là. Elle était absolument parfaite. Et donc, elle a inventé... Elle était scatophile. Ouais. Moi, j'accepte à ce niveau-là. Elle avait inventé... Peut-être qu'elle a fait une école d'ingénieur, j'en sais rien. J'ai vraiment peut-être dit des conneries. Mais en tout cas, elle était devenue actrice jeune en Allemagne. Et après, donc, elle est partie aux États-Unis. Et donc, le truc qu'elle a inventé, ça permettait de guider les torpilles des sous-marins avec une acuité qu'on n'avait pas à l'époque. Elle a déposé le brevet. Et la Navy lui a dit ouais, c'est ça, une actrice qui fait une actrice, voilà. C'est tellement méprisant. Mais en vrai, ces enculés, non, mais en vrai, ces connards, en vrai, ils ont gardé la technologie pour eux et ils s'en sont servis en fait. Et on dit que c'est l'ancêtre du Wi-Fi parce qu'en fait, c'était un système de codage par carte, d'après ce que j'avais compris. Donc il y a des applications ensuite, c'était un système mécanique, mais il y a des applications ensuite qui font qu'on estime que c'est l'ancêtre du Wi-Fi. D'accord, ok. Voilà. Célèbre comédien outre-Atlantique, aussi bien en stand-up
que auteur pour des émissions très connues, que je ne citerai pas, mais vous allez très vite deviner, je pense. Une émission très connue aux États-Unis, on a besoin de beaucoup d'auteurs. SNL. SNL, exactement. C'est Conan O'Brien, parce qu'il a fait Harvard avant, c'est ça? Non, alors, ils ont souvent fait des études effectivement assez classes avant, de droit, etc. Enfin, classe, je veux dire, dans des grandes universités. Mais non, ce type-là s'est lancé en politique après une carrière d'auteur et de stand-upper. Il a remporté une élection, mais il a dû démissionner suite à des accusations de harcèlement sexuel. C'est récent. Oui. Alors, est-ce que c'est John Oliver, est-ce que c'est Al Franken ou Bill Maher? Il est connu en tant qu'auteur. Ouais, tu as dit quoi? C'est Al Franken, exactement. Omar a raison. Al Franken, donc, il est devenu sénateur pour les démocrates et il a été accusé d'avoir ploté des meufs pendant des photos, des machins comme ça. Il y a différentes affaires. Il a fini par démissionner. Au mauvais moment, pile pendant MeToo. C'était pile pendant MeToo et encore maintenant, il y en a qui disent ouais, mais bon, en fait, c'était une blague. Donc il a tout arrêté du coup, ni politique ni il est redevenu auteur, je crois. Mais Al Franken, donc il est, comment le décrire? Je connais pas bien ses sketchs en fait, mais j'ai toujours connu sa tronche depuis les années 90. Il a des lunettes, il est brun, voilà. Et donc ça n'est pas Bill Maher qui fait de la politique dans ses émissions, mais qui est un gros con, Bill Maher. Qui est de plus en plus réac, faut dire les choses, mais qui était très drôle quand même à un moment donné. C'était un gros con en quoi? Ça fait longtemps que c'est un gros con quand même. Il vire de plus en plus à droite. Mais déjà son film Reliculous là, où il s'est moqué des religions, était un peu nul. Il était un peu il allait chez des mecs un peu fous. Ils disaient regardez, la religion c'est ça, sauf qu'il prenait les pires gars. C'était un peu facile. Mais il a une émission qui continue, si je ne m'abuse, sur je sais plus quelle chaîne, un talk show. Donc lui n'est pas devenu politicien, mais bon, fait quand même pas mal de politique. Et John Oliver, non, fait pas. Enfin, lui aussi fait de la politique, nous en faisons tous, mais ne s'est jamais présenté à une élection. Mais s'il le faisait, je voterais pour lui. Quoi qu'il le fasse, je voterais pour lui. Mais il est britannique. Il est britannique, c'est vrai. Mais je crois il a la citoyenneté américaine. Il a dit dans une émission qu'il était devenu citoyen américain aussi. Mais il ne pourra pas devenir président de la République, donc. Enfin un président des États-Unis. Jeune acteur récemment révélé au grand public, il est aujourd'hui mis en examen pour complicité d'assassinat. Alors, 3 choix. Est-ce que c'est Raphaël Quénard pour Yannick en 2023? Est-ce que c'est Dylan Robert, César de meilleur espoir masculin en 2019 pour Sherazade? Ou est-ce que c'est Brahim Boulel pour Valider? C'est Brahim. Non, c'est Dylan Robert. Il y avait un piège. Vraiment, et t'as sombré dedans directement. J'ai sombré dans le piège, quoi. J'ai vraiment dit... Statistiquement, c'est Brahim. Alors, faut rappeler, Brahim Boulel, le malheureux, a passé 8 mois en tôle au Maroc pour une mauvaise blague. Là, quand même, on est quand même sur. C'était quoi la blague déjà? Ils disent. C'était une blague de mauvais goût, mais qui m'a été pas ils ont filmé. En gros, ils disaient, il y avait des gosses, des petits mendiants qui venaient leur demander de l'argent. Je sais plus où ils étaient, dans quelle ville au Maroc, et ils faisaient des vannes, genre ça c'est les Marocains, ça c'est les Marocains toujours à mendier. Puis c'était vraiment assez méprisant et scabreux, mais c'était une mauvaise blague, quoi, voilà. Et ça lui a valu 8 mois de prison. Parce qu'on rigole pas avec le Maroc quand on est au Maroc. La vache. Et donc, 8 mois de prison ferme dans une cellule de 30 mètres carrés avec 15 personnes dedans. Ici, il aurait bad buzzé, il a bad buzzé d'ailleurs. Et là-bas, c'est prison, quoi. C'est prison, ouais. Et donc, il en est sorti et il en a parlé. C'était pas très rigolo, ouais. Et Dylan ça me fait marrer de penser que tu nous as fait un piège là-dessus. Il y avait un piège. Alors Dylan Robert, je vous avouerai que j'ai cherché sur internet parce que je savais qu'il y avait plusieurs jeunes Césars au cours des années qui ont fini. Celui qui avait fait Le Petit Criminel de Jacques Doyon a carrément disparu. On pense qu'il s'est suicidé après un braquage de poste qui a fait une victime. Et Dylan Robert, en fait, il est accusé d'avoir conduit un scooter pendant une exécution d'un dealer à Marseille. Chez Razad, il y a un autre acteur qui est en prison, non? Je crois que c'est lui. Je pense que non, il y en a un autre qui est un mec aux cheveux longs, qui est rebeu pour le coup. Oui, mais c'est ça. Dylan Robert, il a les cheveux longs. Je pense, il est rebeu. Enfin, en tout cas, il peut passer pour. Voilà, il est rebeu passing, comme on dit. Ok. Non, mais c'était le héros du film, en fait. Tu penses à lui? C'est lui, ouais. Ouais, je crois que c'est lui, ouais. Ok. Et donc voilà, il est en tôle. Comédien célèbre. Alors là, c'est plus léger. Il s'est lancé dans les plats sous vide, ayant jusqu'à 100 d'employés dans son usine de plats sous vide à Roanne. Il est toujours entrepreneur et il vient de prendre des parts dans une société de cartes de santé électronique. Mais il a complètement arrêté d'être. Il n'a pas totalement arrêté, mais il fait ça en dilettante. Oui. Est-ce que c'est Pierre Ninet?
Bon, là aussi, il y a des pièges. Christophe Lambert ou Leonardo DiCaprio? C'est Christophe Lambert. Oui, c'est Christophe Lambert, évidemment. Qui n'est pas vraiment acteur. Là, je me suis lancé dans les places sous vide. Mais tu sais pas, peut-être qu'il a une boîte à côté. Hein. Non, mais en vrai, beaucoup d'acteurs ont des boîtes à côté. Ils ont des restos, ils ont des machins. Et Lambert, il a vraiment cartonné dans plein d'entreprises. À part Johnny Depp. Ouais, Johnny Depp est un très mauvais gestionnaire, apparemment. Ça finit toujours mal. Et Leonardo DiCaprio, non. Sa seule entreprise, c'est celle qui ne connaît pas la crise, c'est les petites meufs. Non, et puis il s'engage pour l'environnement, etc. Mais il n'a pas de boîte, apparemment. Enfin, il y en a sûrement une aussi, je dis encore une fois. Il doit avoir des investissements. Il doit avoir des investissements un peu partout, exactement. Et alors, là, c'est pour vous, c'est cadeau. Comédien ou comédienne, il était avocat ou avocate avant de devenir célèbre. Est-ce que c'est Gérald Butler, Rebel Wilson ou Caroline Vigneault? Je crois que c'est la 3. Eh bien non, il y avait un piège. Les 3 ont été avocats, très peu de temps. C'est quoi le deuxième? Rebel Wilson, l'actrice américaine qui joue dans Bridesmaids, qui est une actrice comique extrêmement connue maintenant. Et elle a été très peu de temps aussi avocate, elle a fait la fac de droit. Gérald Butler a été pendant 8 ans, il a fait la fac de droit en Écosse. Il y a pas mal d'avocats qui deviennent comédiens. C'est ce que je dis, c'est un métier qui attire des gens qui veulent un peu déjà faire qui veulent prendre la parole et ils ne l'apprennent pas beaucoup quand ils sont avocats finalement. Ouais, peut-être que ça doit être décevant. Ouais. Éloquent ces spectacles quand t'es avocat. Parce que tu sais pas ce qu'ils pensent. Et en fait, du coup, ils quittent pour devenir avocat dans un film. Parce que c'est comme ça qu'on imagine les avocats. Ce qui ressemble plus à avocat finalement. Ouais, avocat dans un film, c'est avocat en fait. Hein, mais mes parents étaient avocats tous les deux et donc quand ils nous. En fait, avocat dans un film, c'est avocat, mais tu peux choisir ta cause. Ouais. C'est ça quoi. C'est joliment dit, mais en vrai, tu peux aussi choisir ta cause quand tu es avocat. En vrai, tu peux dire je ne défendrai jamais un coupable. Non, oui, c'est deux parents sont avocats, c'est ça? Deux parents sont avocats. Ils n'avaient pas de choix moraux, un dilemme genre, ok, d'accord, c'est Ils n'ont jamais eu des choix moraux, mais il a le droit à une défense. Si, bien sûr, ils ont eu des choix moraux, mais c'était plus. C'était pas des choix moraux avec des serial killers, quoi. C'est ça que je veux dire. C'était avocat dans quel domaine? C'était plutôt le droit commercial. Ils ont fait du pénal au début, comme tous les jeunes avocats. Ils ont défendu un mec une fois qu'il les a pris en otage avec un flingue et tout, qui voulait se suicider et tuer sa femme. C'était moyen. Mais ils ont réussi à maîtriser la situation. Mais après, ils avaient des affaires classiques. Mais mes parents, comme avec mes frères et sœurs, on était très genre, qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas quoi faire. Voilà. Et ils ont dit, faites du droit, ça mène à tout. Du coup, ça mène à rien aussi. Hein. Qu'un des deux n'a fini par faire. Enfin, ma sœur est devenue avocate, mais elle a aussi arrêté. Et elle fait quoi maintenant? Elle est dans le mobilier ancien. Elle a bossé chez Christie's à Londres et tout. Ah ouais. Et rien à voir. Ouais, rien à voir. Et elle s'est formée en arrêtant d'être avocate. Mais justement, elle plaidait jamais parce qu'elle était dans une boîte anglo-saxonne où en fait ils plaident jamais. Ils font des contrats énormes toute la nuit en rédigeant des trucs et tout. Parce qu'il faut les rendre, il y a une deadline et tout ça. Et ça a l'air horrible aussi comme travail. C'est horrible. En termes de masse de travail, d'horaire. C'est infernal. Fisher et Johnson Johnson. Il y en a un de moins parce qu'il est mort d'une crise cardiaque à 22 ans. Ah d'accord, ok. Et non, c'est infernal. Et du coup, mes parents, à court d'arguments, à un moment donné, ils me disaient, mais tu es avocat? Je sais pas trop. Mais moi, j'aimais bien le côté justement plaidoirie. Je me disais, ça m'intéresse. Et ils m'ont dit, mais tu peux faire plein de choses quand tu es avocat. Regarde, même au palais de justice, il y a une association de cartes avocartes. C'était ça leur argument de vente, quoi. Genre, tu vas pouvoir faire du carte. Avocarte. Faut la sortir quand même. Fallait oser. Avocarte. Attends, de cartes, les voitures ou de cartes? Et de cartes, genre Mario Bros, quoi. Avocarte, de cartes. Et je veux voir ce jeu. J'aimerais bien avec des mecs avec des robes qui volent derrière eux. Avocarte. Allez, banane. Et comme le biathlon, tu sais. Tu fais du kart, ensuite tu dois défendre une cause. Et tu vas prendre. Mais parmi les arguments, ils disaient, mais tu vois, à la revue des jeunes avocats, l'UJA, c'est marrant, ils font des spectacles. Et donc ils m'emmenaient au spectacle où j'avais des potes avocats pour le coup qui jouaient dedans, qui étaient copains avec Caroline à la même époque, quoi. Et donc c'est là que je voyais que les avocats, en fait, ils aimaient bien raconter des conneries et que, comme par hasard, certains se sont barrés pour devenir autre chose. Moi j'ai l'impression que ce qu'on découvre entre ce qu'on imagine du stand-up et quand on en fait, c'est que à quel point c'est exigeant, en fait. Au départ, tu vois un gars vider son sac et être super marrant et tu te dis c'est merveilleux, quoi. Il touche à l'essentiel presque. Et une fois que tu as les mains dedans, tu vois, ah ouais, en fait, c'est ça plus se compliqué travaille, que ça. Ça se travaille de ouf, quoi. J'avoue, j'ai pas eu. Tu savais que c'est du taf. Cette déception par rapport au stand-up. Tu savais que c'était beaucoup de travail. J'ai pas eu la déception que tu as eu par c'est pas rapport forcément au fait qu'une d'avocat. déception, c'est aussi valorisant de se dire qu'il y a du boulot. Mais moi j'étais vraiment fan de stand-up avant. Donc j'écoutais aussi beaucoup de podcasts et tout. Ah oui, d'accord. Et limite, les premières fois que je bidais, donc les premières fois que je jouais,
Donc toutes les premières fois que je jouais. Tu savais que c'était normal. J'étais presque content parce que j'avais l'impression d'appartenir à un club, de voir ce qu'ils disaient dans les podcasts, de dire je fais partie du cercle maintenant des gens qui ont bidé, qui est un cercle très large quoi. Ça arrive beaucoup. On a la carte de membre est assez facile à avoir. Mais ça m'a presque fait plaisir. Bon après à un moment j'avais envie de faire rire quand même. mais c'est vrai. Mais maintenant ça aussi c'est la différence avec il y a quelques années. J'ai l'impression que tous les gens qui commencent l'humour ont une connaissance encyclopédique. C'est beaucoup plus balisé en fait. Et on dirait presque qu'il y a des UV. C'est comme s'il y avait une fac d'humour avec les gens ont eu l'UV Louis C.K. l'UV. Moi j'avoue que j'avais tout regardé, tout écouté avant de commencer. Et c'est un truc que par exemple moi je n'avais pas fait. Et nous non plus. C'est-à-dire que nous on a démarré. Aujourd'hui limite ils bident, ils se disent c'est normal, je commencerai à être drôle dans 3 ans. Tu vois, tu fais putain. Nous on prenait des bides au Changeman, on se dit putain je suis peut-être pas fait pour ça. Je suis qu'une merde. C'est parce qu'on savait pas quoi. Et en même temps, peut-être qu'on n'était pas fait pour ça. En tout cas, nous c'est vrai que c'était pas tracé du tout quoi. Non, moi c'était plus un truc. Voilà, j'ai envie de le faire, je tentais, mais j'étais pas du tout armé au début quoi. C'est marrant. Bon, après personne ne l'est vraiment. Personne ne l'est, mais maintenant c'est pas complètement tracé. C'est une expérience tellement rare, tellement étrange quoi. Que personne n'est vraiment armé en vrai. Mais il n'y avait pas comment dire les requisites, tout le cursus interne que tu fais avant quoi. Oui, en fait nous c'était tu galères ou t'es connu. Aujourd'hui c'est un travail même sans être connu. C'est ça la grosse différence. Mais même quand tu sais que ça fait partie du job de prendre un bid, ça fait quand même mal de prendre un bid quoi. Ah oui, je confirme. Mais moi ça me fait beaucoup moins mal qu'avant. Ça fait mal sur c'est un peu chiant, mais putain je sais que c'est de là que j'apprends. Bien sûr, vraiment. ça fait moins mal qu'avant, c'est sûr, mais je veux dire, c'est quand même décevant quand tu t'es dit cette vanne-là, elle va bien marcher, etc. Et que ça bide 2 fois de suite, tu fais putain, en fait. Pour moi, c'est comme avoir un mal et savoir que le lendemain ça va passer. Ça va passer, bien sûr. Que avant t'as mal et tu sais pas combien, tu te dis peut-être ça va durer longtemps, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je dis c'est un peu chiant, c'est un truc à passer. Je sais que c'est juste une petite tendinite. Mais pour moi la douleur fait partie du processus de travail quoi. Dans le rire quoi. Se dire évidemment, faut aller jusqu'au non-rire pour voir où est-ce qu'il faut que je m'arrête pour que ce soit très drôle. Non mais c'est vrai. Cette limite là, il faut jouer avec quoi. Après c'est bien quand même quand ça rigole dès le début quoi. C'est cool. Ça n'arrivera jamais. Mais tu parles d'une blague, du nourrir sur une blague, mais tu as toujours maintenant un plancher sur lequel te rattraper pour ensuite rattraper un peu de rire et tout. Parce qu'avant, on n'avait pas ce plancher-là. Quand tu commences, tu n'as rien de solide. Tu peux vraiment te manger un four de A à Z. Ah ouais, ça c'est très dur. C'est fréquent quoi. Tu fais plusieurs 5 minutes avec 0 réponse quoi. Et en plus, ce qui est marrant et un peu cool dans le stand-up, c'est que c'est monté complètement à l'envers quoi. Tu commences dans les conditions les plus dures. Oui, c'est vrai. Tu commences dans des caves devant 3 personnes qui savent pas qui t'es, tout le monde galérait un peu. Et tu finis dans les meilleures conditions avec ton public qui vient et qui rigole à tes blagues parce qu'il te connaît déjà. T'adore. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est pas le cas aussi est-ce que les comptables, par exemple, commencent dans les mauvaises conditions? Genre dans des caves aussi à faire des opérations. Non, mais cette opération, elle est pour toi. On donne à ceux qui donnent. Donc si t'es bon, les bons lieux t'attirent. Tu vois. C'est beau. Non mais c'est vrai quoi, c'est évidemment au début t'es plus gênant qu'autre chose. Tu prends plus d'énergie aux gens que t'en donnes en fait. Mais au début c'est vrai Tu mets mal à l'aise les gens. C'est un trou noir au début. Tu fais du mal à l'humanité. Tu déprimes le public. C'est vrai. On est parce que le rire tu t'es censé désamorcer des situations tristes ou violentes et puis t'y arrives pas donc c'est horrible quoi. En fait. C'est une blague que je faisais parfois, c'est que en humour c'est terrible parce que quand tu arrives pas à obtenir ce que tu veux, tu crées vraiment l'inverse de ce que tu cherchais. Tu crées de la dépression. Quand c'est pas drôle, ça devient tout de suite très triste. Et les gens font mais attends, mais et ça n'existe pas dans les autres métiers. Genre quand t'es pilote et que tu te fourres un peu et que tu vas à Casablanca, t'arrives un peu en retard à Casablanca, t'arrives pas à Helsinki. Je suis désolé, je testais, je savais pas ce que ça allait donner. Oui, c'est vrai ça. C'est pour ça que les gens ont toujours un peu peur d'aller dans des spectacles comiques parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va se passer si on rit pas. On va être gêné, tu vois. Beaucoup de gens ont peur du mal, c'est vrai. Et je le comprends quoi. Et c'est pour ça que c'est toujours dur de passer en premier et que tes rires sont toujours divisés par 2. Parce que tu passes ton set à rassurer les gens, en vrai. Et après, une fois qu'ils sont rassurés, ils se détendent et ils rient plus facilement. Et d'où le succès des plateaux partout maintenant. Ouais, parce que les plateaux, c'est vraiment un choix logique de la part du public. Ils font que diminuer la variance quoi. Au lieu de tout miser sur une personne, ce qui est très aléatoire, ils prennent plusieurs assets et ils disent on va faire un mix. Il y aura forcément un truc qui va marcher. Ce qui est facile, on en parlait déjà, c'était les plateaux en province maintenant qui cartonnent. Tu dis juste plateau,
Et les gens, la salle est pleine. Ah oui, il y a même pas. Mais ouais, moi j'arrête pas. Pour le prix d'une soirée, on va voir 6 gars, c'est génial. Ça même pas 3 avant. gars, 4 gars, juste ça les rassure. Et ils savent même pas qui on est. Ils en ont rien à foutre. Mais ce qui est un comportement logique. Oui, ce qui est normal. Ouais. Mais c'est déprimant parce que tu dis, je reviens la semaine d'après juste sur mon nom, il y aura 20 personnes. En fait, ils se déplacent si vraiment t'as un nom pour le coup. Oui, c'est ça. Voilà, ils se déplacent uniquement si te kiffent vraiment. Voilà. Moi, j'ai remarqué aussi qu'un bon passage en plateau ne ramène personne. Si tu retournes la salle, les gens commencent à se dire je vais peut-être aller le voir. C'est vraiment un bon passage, ça suffit pas. Non, un bon passage, c'est sympa. Mais il faut que tu les marques pour qu'ils se déplacent. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. On a bien bossé. On a bien travaillé. Surtout toi, Omar. Merci. Et écoutez, on se retrouve très très vite. La prochaine émission, on parlera des goélands. G comme goéland. Ah bon? Non. Je viens de l'apprendre. Voilà. Moi aussi, je viens de l'apprendre. Merci beaucoup. Merci, ciao. Salut.